Hop, il me semble que c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont encore présents, qui sont déjà présents, pardon. Merci d'être venus pour ce petit webinar sur la réduction du turnover et comment faire partie des entreprises à seulement 5% de turnover et atteindre les sommets. J'ai avec moi Jean-Eudes et Amine aujourd'hui. Comment ça va? Oui, très bien. Bonjour, bonjour à tous. Bon, on va attendre encore un petit peu avant de commencer, mais avant que tout le monde arrive. L'idée en fait du programme du jour, c'est de faire un petit état des lieux du coup du turnover en France, de voir un petit peu les techniques pardon pour le limiter au maximum et de vous apporter du coup un maximum de valeur, d'être compréhensible pour tout le monde. Et donc dans l'idée, c'est qu'on vous encourage vivement à interagir avec nous, à nous poser des questions si vous en avez, soit qu'on y réponde tout de suite dans le chat, soit qu'on les garde de plus tard pour la session Q&A en fin de meeting. Et voilà. Bon, moi, je vois que ça commence, tout le monde commence à rentrer petit à petit, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Jean-Eudes et Amine. Je vais me décaler et puis je vous retrouve dans le chat dans une petite seconde. À tout à l'heure. Merci Pierre. Bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Jeudi 27 février 2025. Est-ce que ça marche bien pour vérifier que tout se passe bien dans le chat? Est-ce que quelques personnes peuvent envoyer un petit coucou, montrer que voilà, ou des réactions? Parfait. Voilà. Génial. Génial. Alors, l'idée, c'est que ça sera l'idée de ce workshop, c'est que ça sera assez interactif. On va discuter de pas mal de choses, échanger sur également de façon interactive avec quelques sondages qui seront diffusés. Et puis l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être vraiment vecteur de valeur ajoutée pour vous. Je l'espère. Je crois que ça continue de monter un peu, mais on va quand même démarrer, je pense. Si ça va pour tout le monde. Bon, écoutez. C'est parti, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Jean-Eudes Yaouédéou, je suis cofondateur et CEO de Sickle, qui est une solution de sourcing candidat et de marque employeur propulsée par IA. J'ai, par mon expérience, fondé plusieurs sociétés, notamment et travaillé dans le secteur de la HR Tech depuis mes débuts, notamment chez YouPeak, qui était un concurrent de Job Teaser quand j'étais dans mes premières années. Et puis j'ai fondé le CV Multimédia, qui était une solution destinée aux candidats pour se mettre en valeur de par leurs soft skills, justement, via une analyse de personnalité et une vidéo de 1 minute de présentation. À l'époque, c'était le CV vidéo qui était à la mode. Et l'outil permettait de générer un texte de présentation ultra ciblé destiné aux candidats, et ensuite ils pouvaient partager ce CV multimédia lors de leur candidature. Et puis j'ai ensuite fondé Sickle, donc qui est aujourd'hui mon activité principale. Et à côté de ça, on va vous en parler un peu plus loin. Et à côté de ça, je suis conférencier, intervenant en école de commerce. Voilà. Très bien. Merci Jean-Eudes pour la présentation, et merci Pierre aussi pour l'introduction du sujet.
Donc moi, c'est Amin Benasser, donc je suis cofondateur et CTO de Top, donc cofondateur avec Maxime Cario de Top. Donc Top, en quelques mots, Top, c'est pour Team Opportunity Production. Donc on peut l'avoir comme un système d'aide à la décision pour les managers et les équipes RH pour les aider, on va dire, à fidéliser les collaborateurs. En utilisant des techniques de l'IA et du machine learning aussi. Moi, j'ai plutôt un profil scientifique. Donc, en fait, j'ai fait une thèse sur l'application de l'intelligence artificielle pour le traitement automatique du langage naturel. C'était vraiment, en fait, dans les premières années où on a commencé à parler de l'IA, etc., en 2016. Et après, je me suis retrouvé à travailler sur des sujets passionnants du RH. Je travaillais sur un sujet qui concerne aussi la sélection des candidatures en faisant le matching entre les candidats et les offres d'emploi ou les propositions ou les compétences d'emploi. Et après, on a commencé l'aventure sur Top pour proposer voilà ce système-là qui est basé sur l'IA et qui exploite, on va dire, pas mal de sources d'informations, de données afin d'anticiper les risques de démission des collaborateurs et fidéliser les collaborateurs. Voilà. Donc ça c'est voilà pour la petite présentation. Donc je pense avant d'entrer dans le vif de sujet, ça serait intéressant en fait de présenter un petit état des lieux pour parler du contexte, les défis auxquels les entreprises font face actuellement concernant la gestion du turnover. Peut-être je vais laisser la parole Jean-Noël pour commencer avec avec le contexte. Comme ça, on va présenter quelques chiffres et après, on vous donne, on va dire, des chiffres et on va demander surtout votre avis avec des sondages interactifs. Donc, n'hésitez surtout pas, de répondre et comme ça, on peut savoir le public et voir et mesurer votre connaissance sur ce domaine-là de turnover et la gestion des talents. Ouais. Ouais, super. Ok, merci Amine. Alors, bon, le contexte, on le connaît tous à un certain degré. Depuis le Covid, les salariés, surtout les jeunes générations, n'hésitent plus. Ils ne se retrouvent pas dans les pratiques des entreprises. Enfin, quand ils ne se retrouvent pas dans les pratiques des entreprises, ils partent. Bon. Il n'y a plus d'hésitation, on l'a vu, ça s'est accentué. Ce qu'ils attendent avant tout, c'est, ce qui ressort des sondages, c'est un équilibre vie pro, vie perso, donc il y a quand même 63% qui le placent en priorité. Deux, du sens dans leur travail, donc c'est-à-dire un job qui va être aligné avec leurs valeurs, là on tourne autour des 57%, et de la flexibilité, c'est-à-dire du télétravail, des horaires aménagés. Voilà, c'est devenu un critère essentiel. Et bien sûr, il y a un facteur aussi économique, hein, c'est-à-dire qu'avec l'inflation, beaucoup cherchent à améliorer aussi leur pouvoir d'achat. Donc ça se passe via le salaire ou via des avantages. Mais voilà, finalement, donc le turnover, c'est un vrai problème business, in fine. C'est pas juste un enjeu RH et c'est un frein direct à la compétitivité. Donc remplacer un salarié, ça coûte que quelques milliers d'euros. Dans certains cas, ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Et c'est pas le pire, c'est que le turnover, ça a aussi des impacts cachés. Derrière, la motivation des équipes peut baisser. Et avec elle, évidemment, la productivité, jusqu'à 30% en moins de ce qui ressort. Et chaque départ emporte avec lui aussi un savoir-faire qui peut être précieux en fonction de la transmission d'informations, de l'organisation de la transmission d'informations au sein de l'entreprise. Et à plus grande échelle, c'est toute l'économie qui en pâtit. Si on va un peu plus loin, donc on a quand même 2,3% du PIB perdu chaque année en France à cause de ce type de départ. La France est dans le classement, justement, on parlait de PIB, classement européen, est quand même championne du turnover. On est dans le top 5, pardon, européen. La moyenne en France, c'est 15% de turnover, contre 10 en Allemagne et 12 dans l'Union européenne au global. Et certains secteurs sont évidemment beaucoup plus touchés. La tech, sur laquelle il y a une fuite de talents à l'étranger, beaucoup. Et le retail, la restauration, parce qu'on est dans des situations précaires, dans des emplois qui sont quand même précaires et dans qui évoluent dans des conditions difficiles. Et puis la santé, parce qu'il y a une surcharge, il y a un épuisement et il y a aussi très peu
talent dans certaines spécialités. Donc les industries plus traditionnelles, donc voilà, on va dire les industriels, le secteur public résistent mieux, mais on voit très bien que la tendance est là. Voilà. Très bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Amine. Ouais. Justement, pour compléter par rapport le premier point sur la situation post-Covid, moi surtout par rapport à la nouvelle génération, la génération Z, j'ai entendu des personnes qui disaient en fait, moi je vais pas choisir par exemple le confort de CDI pour rester voilà dans mon job comme le faisaient mes parents avant. Et c'est vraiment on va dire une génération qui cherche d'autres facteurs, on va dire, qui motivent dans le travail, notamment comme il a cité Jean, par rapport à l'équilibre vie professionnelle personnelle, le sens de travail, la flexibilité du travail, notamment le télétravail, qui est devenu plus ou moins une règle après cette étape-là du post-Covid. Et ce qui n'est pas bien, on va dire, avec le turnover, c'est que le turnover creuse les inégalités. Les inégalités dans le sens où il frappe par exemple davantage des zones dynamiques et les talents qui sont plus ou moins critiques, ce qui aggrave par la suite la déséquilibre, on va dire les déséquilibres dans le marché. En prenant juste voilà quelques exemples, quelques chiffres, dans la région Île-de-France, c'est la région où on a, on va dire, plus d'opportunités. Donc on compte un turnover qui est plus élevé par rapport à la moyenne de 25%, donc ce qui est énorme. Mais par contre, si on regarde par exemple les autres zones rurales, c'est là où on a un manque d'opportunités et d'évolution, ce qui fait le déséquilibre entre les régions. Il y a aussi le déséquilibre entre les profils qui sont à risque. Donc on remarque généralement des risques de démission qui sont très élevés chez les jeunes diplômés. Donc généralement, on a 40% de ces profils-là qui envisagent partir avant 2 ans, ce qui est énorme. Il y a aussi les cadres intermédiaires, vu la surcharge managériale, etc. Donc ils cherchent toujours des profils ou des environnements de travail qui sont plus stables. Et surtout, il y a aussi le déséquilibre entre les industries, comme il a cité il y a certains secteurs qui sont, on va dire, on a plus de tension avec des taux de turnover qui peuvent atteindre 25-35%, notamment la restauration et les services, le tech avec les fuites des talents, etc. Donc c'est vraiment un contexte qui est très tendu par rapport à cette situation, et c'est un sujet, un défi sur lequel les entreprises doivent faire face. Voilà. Absolument. Voilà. Ouais. Donc, je pense là on a fait un petit plutôt état des lieux, pardon. L'idée maintenant, c'est de vous faire quelques sondages, on va dire, pour voir, pour bien montrer la situation et le contexte actuel, et pour comprendre à quel point aussi le turnover est déjà incontournable si on veut qu'une entreprise fonctionne bien. Donc, je vais commencer par, je compte sur vous pour participer, et n'hésitez surtout pas à répondre pour rendre, on va dire, cet échange-là plus ludique et sortir du cours magistral, on va dire, classique. Donc, je vais commencer par une première question sur la proportion des organisations qui se préoccupent de la rétention des collaborateurs, à votre avis. Donc, quel est le pourcentage? Est-ce que c'est 3%, 8%, 13% ou 18%? Donc, j'attends votre retour dans le... Voilà, n'hésitez pas à répondre, à soumettre vos réponses. Et après, on va vous présenter les chiffres exacts. Ouais. Il y a encore des votes qui sont en train d'arriver. On attend un petit peu. Ouais. Ça monte. Je vais juste regarder les sondages. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a une possibilité de partager les réponses du sondage avec les participants pour leur donner une idée. Mais sinon, je peux dire les chiffres. Ouais. Je pense que si on valide, ça va peut-être partager les réponses, je sais pas. Ok. Mettre le vote. Juste s'il y a un moyen. Non.
Non, bon, on va le. Oh, c'est pas grave, hein. Donc, Ouais. en fait, là, on est, juste pour vous donner une idée sur vos réponses, on est à 13% qui ont répondu 50%, pardon, pardon, 17% qui ont répondu 3% et 28% pour 18 et 50% pour 13%. Et voilà, ça change un petit peu. Mais là, on est à plus de 45% pour le pourcentage 13%. Bah, vous allez voir, le chiffre, il est un peu choquant. Bah, on est plutôt à 3% seulement, en fait, selon une étude réalisée en 2023 de LinkedIn Learning. Donc, seulement 3% des organisations qui, on va dire, qui se préoccupent, pardon, par la rétention des collaborateurs. C'est un chiffre qui est alertant. Donc, on est plutôt très focus peut-être sur le business, sur le produit, et on néglige l'aspect humain, l'aspect des collaborateurs et sachant que les collaborateurs ça représente vraiment le moteur de notre écosystème et 3% c'est vraiment peu. Voilà. Donc juste voir par rapport au sondage. Ouais, donc là c'est bon au moment. Mm. Après ben, il y a un autre point sur lequel Ouais. ouais, ça c'est Alors, pardon. Hop, pardon. pardon. Hop. Ah. Attendez, Voilà. je reviens. Ça, c'est, Je reviens. voilà. Voilà. Alors, Ouais. la question suivante qui concerne le pourcentage actif des Français qui souhaitent, qui envisagent en tout cas de changer d'emploi dans les 2 prochaines années. Donc, pour un petit peu deviner, j'espère que j'ai pas spoilé la réponse tout à l'heure. Rapidement, on verra pour ceux qui sont attentifs. On verra si vous êtes attentifs. Donc, voilà, est-ce que c'est plutôt 25%? Est-ce qu'on est plutôt dans les 35%, dans les 45% ou dans les 55% de personnes d'actifs français qui envisagent de changer d'emploi dans les 2 prochaines années. Et quand on parle de changer d'emploi, on parle bien de changer d'employeur également. Pas de mobilité interne, mais bien de changer. Voilà, on laisse quelques secondes pour que vous puissiez donner votre avis. N'hésitez pas à jouer le jeu, hein, il n'y a pas de mauvaise Ouais. réponse. On ne dira pas qui a répondu quoi. C'est ça, exactement. C'est anonyme. Je pense cette fois-ci, on a spoilé la réponse, hein. Ah, Ouais, ça se partage, ça se partage. ça se partage, ouais. Franchement, ouais. On est à, Il y a 16 votes jusqu'à je vais un maintenant. peu. Ok, bon, on est bon. Très bien. Alors, hop, voilà. Donc, eh ben, vous avez la réponse. Donc, il s'agit, le chiffre, c'est 35% des actifs français pensent à changer d'emploi et donc d'employeur d'ici 2 ans. Donc, ça veut bien dire que on est quand même sur plus d'un salarié sur 3 qui pourrait quitter son poste à court terme. Ce chiffre montre bien une chose, c'est que la fidélisation des talents est devenue un enjeu qui est majeur. Voilà, recruter, c'est bien, mais s'assurer que les collaborateurs restent dans l'entreprise et s'épanouissent, c'est encore plus stratégique. Voilà. On vous expliquera comment Très bien. faire plus tard. Super. Ah bah, alors, avant, dernière question, c'est par rapport, je pense que ça, c'est pas la bonne question C'est pour pas la bonne. ça. La bonne réponse, ouais, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est plutôt la dernière question, mais Oh, par c'est pas rapport grave. au coût moyen, ouais, le coût moyen du turnover dans un cadre gagnant 60K par an. Bah, à votre avis, ça coûte combien, en fait, le coût de démission, de turnover en général? Quand on dit turnover, ça veut dire pour remplacer le collaborateur, pour recruter un autre, pour faire la formation, etc. Donc, à votre avis, on est à combien? Ouais. Alors, le sondage, il est lancé. Attends juste le.
sais pas si le sondage. Oui, voilà, exactement. Donc, il est là. Voilà, ça y est, Super, très bien, merci. logistique. Ouais. Pour un cadre gagnant 60K, donc est-ce que c'est 8, 18, 28 ou 38K? Voilà, n'hésitez pas à répondre, à interagir avec le questionnaire. Je sais pas si vous avez accès ou non au sondage parce que j'ai l'impression que Ouais, si. ouais, le sondage est bloqué. Ah, là, je vois Non, c'est bon. Les votes arrivent. Ah, ok, ça marche. Les votes arrivent. Super. On est plutôt à 18K selon vous, donc 44% des participants pensent à ces 18K et juste après 24% pensent que c'est 28K. Ouais. Bah, là c'est pareil. Vous allez voir, c'est plutôt on est à 38K en moyenne. 38K, ça fait on va dire entre 6 à 9 mois de salaire pour remplacer, on va dire, un 4 gagnant 60K. Euh, Comme je disais avant, un coup de turnover, ça implique pas que la démission ou le recrutement, ça implique aussi la formation pour remplacer le savoir-faire, etc. Donc tout ça, on est aux alentours de entre 6 et 9 mois de salaire pour ce genre de profil. Ouais, voilà. Très bien. Et une dernière question peut-être, ça va être sur le. Tout à fait. Alors on va reculer parce qu'on l'a Ouais, manqué. ouais. Je te laisse. Non. Donc voilà, c'était celle-là. Donc là c'est alors concrètement, quelle est la raison principale pour laquelle 62% des salariés français quittent leur emploi? Voilà. Donc quelle est la raison numéro un entre un salaire suffisant, un manque de perspective d'évolution, un management toxique ou considéré comme manque de reconnaissance, ou enfin une charge de travail trop importante? À vos votes. Ouais. Ah, c'est bon. Mhm. Pas se tromper. Eh bien, on est plutôt pour la proposition salaire insuffisant jusqu'à maintenant. Mmh. Mmh. Combien de votes là? Ouais, ok. Alors, hop, on va mettre ça. Je pense qu'on est bon. Alors, eh ben, écoutez, c'était. Alors, en premier, vous avez répondu. C'était le salaire, la raison des votants, d'après vous. Et la révélation, c'est qu'on est plutôt sur le management. C'est en réalité plutôt la raison principale, c'est l'environnement, la relation avec le management qui va être considéré comme étant toxique, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le ressenti, et le manque de reconnaissance de ce qui est fait par les collaborateurs. Autrement dit, c'est pas juste une question de salaire ou d'avantage, parce que c'est vraiment ce qu'on pense tous de prime abord. Mais c'est bien une question de relations humaines et de culture d'entreprise, surtout. Ouais. Un mauvais management, un manque de feedback ou l'impression de ne pas être valorisé, et les talents s'en vont. Voilà. Donc on vous expliquera comment éviter tout ça juste après. Ouais, tout à fait. Ouais. Et juste par rapport à ce point-là, une petite information complémentaire. Oui. Et ça, nous, on fait beaucoup d'analyses sur les données RH. Et généralement,
c'est ce qu'on a constaté. Le salaire vient, parce que quand on utilise des facteurs, par exemple, pour retenir les talents, bah, le salaire il vient généralement en troisième, quatrième position et c'est toujours l'aspect humain, comme il a dit Jean-Hugues, le management qui revient souvent comme un facteur, voilà, ouais, un facteur à risque prioritaire, ouais, tout à fait. Très bien. Ok. Bah super. Bah là on a fait un petit peu état des lieux. On vous a montré quelques chiffres plus ou moins alarmants, on va dire, sur la situation pour agir et pour retenir les talents. Donc on va essayer d'entrer dans le cœur du sujet, celui que vous attendez tous, on va dire, les conseils pour faire partie des clubs très fermés des entreprises avec un taux de turnover de 5%. Hein. Donc, comment on va procéder? On va vous montrer des affirmations ou des croyances qui sont fausses. Voilà. On va essayer de le discréditer et surtout, on va vous donner des solutions, des conseils pour les contourer. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur le chat par rapport à ces affirmations. Donc, on va présenter des affirmations et des conseils pour discréditer, pardon, chaque affirmation. Voilà. Bah, très bien. On commence par là. Ok. Alors, première affirmation, affirmation numéro 1. Il est impossible de bien évaluer la compatibilité du candidat avant l'embauche. Alors, ça, c'est une idée qui persiste. Malgré tout, parce que parce que le recrutement repose encore largement sur des CV et des entretiens classiques. Malheureusement, ces éléments ne disent pas tout, ne donnent pas suffisamment d'informations en amont. Et résultat, on a un salarié sur 3 qui quitte son poste, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les 90 premiers jours, à cause d'un décalage culturel qui aurait pu être évité en amont. Et comme on l'a vu, ce chiffre a un coût, du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie au sein des ressources humaines et du management, de formation, d'acculturation, etc., pour finalement perdre le candidat. Alors, l'idée, c'est comment éviter tout ça. Alors, il y a 3 approches très simples. Et le mieux, c'est qu'elles ne demandent pas d'outils ou de technologies complexes. D'accord ? 1, l'entretien structuré autour des valeurs. Donc, plutôt que de poser des questions classiques, allez chercher ce qui motive vraiment le candidat. À quoi ressemble votre environnement de travail idéal ? Qu'est-ce qui vous motive profondément dans votre métier ? Voilà. Ce genre de questions permettent de voir tout de suite si les attentes sont alignées avec votre culture d'entreprise. Et c'est, comme on l'a vu, à ne surtout pas négliger. 2, les mises en situation réelles. Il n'y a rien de mieux, enfin, dans quasiment tous les métiers et tous les départements, rien de mieux pour voir comment une personne se comporte en conditions réelles. Une immersion d'une demi-journée, un cas pratique, vraiment factuel. Par exemple, un commercial, l'exemple, on va dire, classique, simuler un appel client avec un collègue. Voilà, ça donne un aperçu direct de son approche, de sa façon de résoudre les problématiques. Et en plus, ça crée une interaction avec un futur collaborateur, voir comment est-ce qu'il s'intègre un petit peu dans l'équipe, etc. Ça vous donne suffisamment d'informations. Donc, il faut vraiment plonger dans le bain les candidats et ne pas hésiter à le faire. Et ils sont même friands de ça, hein, d'ailleurs. Hein. On a peur parfois de se dire, OK, mais ils ne sont pas encore en poste, est-ce qu'ils vont vouloir venir faire une demi-journée, etc. Non, en fait, eux, ils veulent, parce qu'eux aussi recherchent n'ont pas envie de changer d'emploi et de partir dans les 90 prochains jours. Personne n'a d'intérêt à le faire des deux côtés. Donc, ils sont justement en recherche de ça et apprécient beaucoup. Et enfin, le troisième conseil sur ce point, ça va être l'auto-évaluation partagée. Donc, soyez transparent sur votre culture, le rythme de travail, le style de management, les valeurs clés de l'entreprise. Voilà, c'est très important. Et vous pouvez demander au candidat de s'auto-évaluer sur une échelle de 1 à 5 sur ces points. En disant, voilà, par rapport à ces éléments, où est-ce que vous vous situez ? D'après vous, quel est le degré de matching ou quel est, voilà. Vous pouvez également glisser 2-3 fausses, pour pas qu'ils répondent 5 et 4 à tout, évidemment, en voulant juste avoir le poste. Glisser 2-3 faux éléments ou des éléments justement inversés de votre culture pour voir si justement il va se dire, ah bah ça me correspond pas du tout, je suis plutôt à 2 là-dessus. Et donc ça veut dire que par rapport à vous, la réalité, il correspond bien. Voilà, faire pour pas que ça soit linéaire. Mais voilà, donc les études montrent vraiment que cette honnêteté mutuelle
dès le début, ça évite les mauvaises surprises, ça améliore la fidélisation et ça crée vraiment un sentiment de transparence. Alors oui, ça demande un peu plus de temps de préparation et un peu plus d'intention dans le processus, mais il n'y a pas besoin d'être un expert ou un technophile ultra poussé ou d'installer des technologies ultra sophistiquées pour ça. Déjà, voilà, on va commencer avec on va dire, les conseils terre à terre. Nous, chez nous, par exemple, chez Sickle, on a mis en place des fiches d'entretien précises pour chaque poste. Donc, qui ne se limitent pas seulement aux compétences techniques des métiers, mais qui vont aller creuser les soft skills nécessaires pour chacun des départements. Et après, on utilise d'autres stratégies pour s'assurer que le candidat est bien aligné avec l'entreprise, qu'on détaillera un peu plus tard. Donc, en résumé, oui, contrairement à l'affirmation, on peut évaluer facilement, en tout cas sans trop de complexité, la compatibilité avant l'embauche. Il suffit d'adopter les bons réflexes et le résultat, c'est d'avoir des équipes plus soudées, une fidélisation renforcée et un turnover qui évidemment est réduit. Voilà. Si Amine, tu n'as rien à ajouter là-dessus, je passe à la suite. Ouais, je pense que tu as bien abordé le sujet, ouais, donc je sais pas donner complémentaire par rapport à ce sujet-là, ouais. Super. Bien. Du coup, alors l'affirmation numéro 2. Donc, c'est l'expérience candidat n'a pas d'impact direct sur la fidélité des collaborateurs une fois embauchés. Bon, là, on parle d'un levier qui est souvent sous-estimé, c'est-à-dire l'expérience candidat. Beaucoup imaginent effectivement que ça n'a pas d'impact particulier. En réalité, c'est tout l'inverse. Le recrutement, c'est le premier contact concret entre un candidat et votre entreprise. Donc, s'il est fluide, transparent, engageant, le candidat va se projeter plus facilement. C'est une évidence. À l'inverse, s'il est trop long, standardisé, donc impersonnel, on ne sent pas de voilà, ou mal organisé, ça crée un petit sentiment de frustration et ce ressenti peut rester même après l'embauche parce que c'est la première impression et vous savez comme on dit, les premières impressions comptent. On l'a tous vécu, hein, on l'a tous vécu, un process où on a l'impression d'être un numéro dans une file, on attend des semaines avant d'avoir la moindre nouvelle, et au final, même si on décroche le job, voilà, et on commence avec un sentiment mitigé directement sur le process. Donc oui, l'expérience candidat, ça joue vraiment un rôle clé dans l'engagement à long terme, et on va voir comment l'optimiser. Alors, donc là, 3 nouveaux conseils. Sur ce point, il faut savoir que 72% des candidats qui vivent une mauvaise expérience de recrutement en parlent autour d'eux ou le partagent en ligne. Donc ça, cette information, elle est clé. Parce que vous savez, comme moi, que ceux qui parlent le plus, ce sont justement les personnes qui sont mécontentes. Quand on est content, on ne va pas trop faire l'effort, mais quand on est mécontent, on exprime sa frustration. Et donc, c'est fatal. Ça, dans l'emploi, mais comme ailleurs. Hein. Donc le résultat, c'est que ça abîme en fait la marque employeur. Donc ça abîme la marque employeur, donc ça vous donne des difficultés pour vos prochains recrutements. Le pire, c'est qu'il y a 40% des nouvelles recrues qui ont trouvé les process chaotiques et qui envisagent déjà de partir dans la première année. Donc oui, l'expérience candidat, ça compte et ça joue directement sur la fidélité des collaborateurs. La première solution, c'est de rendre les échanges plus humains, même s'ils sont automatisés, ce qui est tout à fait possible. Humain n'égale pas manuel. Il faut différencier. Justement, on est dans l'IA, hein, dans le sujet. Donc, c'est tout à fait possible et c'est très important. Un simple mail bien fait change tout. Bonjour, prénom, merci pour ta candidature ou merci pour votre candidature pour le poste de XX chez nous. Voici les prochaines étapes. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des outils, des ATS, des CRM permettent de faire ça. Ça, c'est vraiment le minimum. Mais encore, faut-il bien les configurer parce que recevoir un bonjour avec le mauvais prénom, ça, c'est pire que de ne rien envoyer du tout. On est d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une personnalisation, c'est le minimum. Envoyer la signature envoyée par
un prénom signé telle personne de telle entreprise, automatisé aussi, mais ça crée de l'humain et pas l'équipe de recrutement. Voilà. Même si c'est un refus, vous pouvez mettre un prénom. Et si vous voulez pas mettre le vrai prénom de la personne, parce que c'est au début du process, vous pouvez mettre un autre prénom, mais personnaliser, c'est rendre humain l'échange, c'est important. Quand un candidat n'est pas retenu, justement, un vrai feedback, plutôt qu'un silence radio, ça fait toute la différence. Nous avons beaucoup aimé ça chez vous. Peut-être que vous pourriez travailler sur cet aspect pour la suite. Voilà. C'est simple, rapide et ça laisse une bonne impression. Et souvent, vous remarquerez que quand vous faites ça, les candidats remercient en disant merci pour votre retour. C'est super intéressant parce qu'ils ont eu du feedback, ils savent pourquoi ils n'ont pas été pris, ils peuvent s'améliorer pour la suite, ou savoir sur ce sur quoi ils doivent travailler en termes de peut-être de compétences, etc. Ou de présentation simplement. Et donc, vous êtes facteur de valeur ajoutée, même dans le refus. C'est vraiment clé. Le deuxième point, ça va être la culture. Donc, montrer la culture d'entreprise dès le début. Voilà, donc la marque employeur dès le process de recrutement. Un candidat doit pouvoir se projeter avant même de signer. On l'a dit tout à l'heure. Avec du concret. Montrez une vidéo, faites une vidéo de 1 minute d'un collaborateur qui parle de son poste. Voilà, c'est très rapide, simple, pas besoin d'être un as de la vidéo, hein. Vous faites ça avec le téléphone et vous mettez ça en ligne, c'est humain, c'est naturel et on voit que c'est pas préparé avec toute une équipe de production, c'est encore mieux. C'est encore mieux même pour l'authenticité. Vous pouvez partager un petit document ou une page avec des photos de bureau, des moments d'équipe, des valeurs de l'entreprise, donc envoyer des informations sur la culture interne, déjà en amont du process. C'est quand quelqu'un voit l'ambiance, les rituels avant même d'arriver, il est beaucoup plus impliqué dès le premier jour. Il a déjà ce sentiment d'appartenance. C'est très important. Et enfin, le troisième conseil sur ce sujet, ça va être de faire de l'onboarding une suite logique du recrutement. Ne laissez pas les nouveaux employés seuls après avoir signé. Dès que l'offre est acceptée, envoyez quelque chose. Avant même qu'ils arrivent, hein. Un kit de bienvenue avec un programme clair de la première semaine, des premiers jours. Qu'est-ce qui va se passer? Qui est-ce que tu vas rencontrer? À quel moment? Découvrir les différents pôles de l'entreprise, discuter 1 heure avec un tel, etc. Un petit cadeau, un mug, un carnet, si ça fait partie de votre culture d'entreprise, c'est toujours bien, ça donne un petit sentiment d'appartenance. Et un accès à un groupe interne, ou encore plutôt un accès à un groupe interne, par exemple, si vous pouvez donner un accès en amont à Slack ou Teams sur une channel, ne serait-ce que pour échanger et se rencontrer avant d'arriver, parce que parfois, en fonction si la personne a un délai de préavis, si elle a été débauchée, etc., ça peut être long. Et donc, pendant 3-4 mois de préavis dans son ancien poste, il peut se passer énormément de choses dans l'entreprise et le lien peut se perdre. Donc, il faut garder une petite connexion durant ces mois parce que la personne est toujours dans son autre entreprise, elle essaie de se projeter dans la prochaine, etc. Il faut garder un petit quelque chose. Concrètement, les chiffres le montrent, hein, c'est un onboarding structuré divise par 2 le risque de départ prématuré. C'est évident. Nous, par exemple, chez Sickle, on bosse beaucoup sur la marque employeur, on partage nos coulisses sur les réseaux, dans nos événements d'équipe, etc. Et pour l'onboarding, chaque nouvelle recrue a un parcours qui est créé sur mesure par Hélène, notre people manager, selon son poste et qui est accessible avant son arrivée et une partie est accessible avant et l'autre partie se débloque après son arrivée pour assurer la continuité et pour qu'il commence bien. Donc en bref, c'est pas juste en détail l'expérience candidat, qu'elle soit avant ou au début du poste, pour résumer, c'est vraiment clé. Un recrutement fluide et humain, ça transforme le candidat en un ambassadeur qui, plutôt que d'aller aller sur Internet en disant cette entreprise ne répond pas, aller valoriser l'entreprise auprès de ses amis, auprès de ses collègues, auprès de son réseau. Et vous savez que c'est très important. Qu'ils soient embauchés ou pas d'ailleurs. Ouais. Très bien, très bien. Merci Jean. Juste un petit commentaire par rapport le chiffre sur les candidats qui vivent une mauvaise expérience de recrutement. On parle autour d'eux. Là, vous pouvez le remarquer sur les job boards. Hein, si vous prenez les avis sur Glassdoor par exemple, ou même vous prenez juste les avis sur Google. Donc vous remarquez qu'on est
plutôt dans les extrémités. Soit on est aux alentours des points, on va dire, des évaluations autour de 5 ou autour de une ou deux étoiles. Donc, généralement, c'est vrai, on peut le concevoir à l'œil. Les candidats mécontents, bah, c'est eux qui parlent beaucoup plus et ça impacte vraiment la marque employeur par la suite. Ouais. Très bien, très bien. Merci Jean pour ces conseils et ces affirmations, on va dire. Moi, je vais enchaîner plutôt avec des conseils, avec des conseils post-embauche, on va dire. Donc c'est plutôt dans la rétention des collaborateurs. Donc bah, avec cette affirmation, bah il y a un sujet qui est critique, mais on va dire trop souvent négligé, c'est le suivi post-embauche. Donc bah beaucoup pensent, par exemple, une fois le contrat signé ou une fois l'embauche réalisée, il est trop tard pour agir sur la rétention des collaborateurs. On peut qu'espérer que le candidat reste. Bah, là, c'est pas vrai. Voir cette idée-là, elle est dangereuse. Et les chiffres, bah, le montrent. Donc, selon une étude réalisée par Gallup, je pense, il y a 28% des démissions dans les 6 premiers mois qui sont liés, on va dire, directement à un manque de suivi et de soutien post-recrutement. Et c'est encore pire, il y a les managers qui sont censés, on va dire, à faire les suivis post-embauche. Bah, 60%, donc plus que la moitié des managers admettent de ne pas avoir, on va dire, un processus, on va dire, structuré pour anticiper les risques de turnover après l'embauche. Donc, cette étape-là, elle est très intéressante. Importante, mais comment agir en amont des problèmes. Bah, là, la question, on va dire, ou bien la réponse, pardon, à cette question, bah, c'est simple. Bah, il faut faire un suivi proactif basé sur des données, sans forcément utiliser des outils, on va dire, complexes. Là, je vais vous donner quelques, 3 conseils ou 3 méthodes clés pour réussir un suivi post-embauche afin de prévenir les risques de démission des collaborateurs. Donc, le premier point ou la première approche consiste à faire des mises en place, on va dire, de check-in réguliers et ciblés. L'idée, c'est de planifier des entretiens, on va dire, courts, donc des entretiens qui durent 15-20 minutes à des jalons bien précis, par exemple, après 30 jours de recrutement, après 60 jours, 90 jours, on peut aller jusqu'à 6 mois, par exemple. On peut poser vraiment des questions, des échanges simples, par exemple, sur une échelle de 1 à 5, à quel point te sens-tu aligné avec les valeurs de l'équipe? On peut poser des questions pour savoir s'il y a eu des difficultés comment dirais-je, des difficultés d'intégration dans des équipes. Par exemple, quel obstacle inattendu as-tu rencontré depuis ton arrivée? Et avec ça, on peut faire des mesures, on peut mesurer l'intégration du collaborateur dans les équipes. Ces échanges, identifient les frustrations avant qu'elles ne deviennent ingérables. Donc, avec ces échanges-là, on va avoir pas mal de données, on va dire, de KPI. Le deuxième conseil, c'est d'analyser ces KPI. On sait que tout le monde, en fait, on a des enquêtes de satisfaction qui sont réalisées en interne, mais peut-être ils sont peu exploités. Donc, le deuxième conseil clé, c'est d'analyser des KPI comportementaux et de satisfaction afin de mesurer, on va dire, des indicateurs concrets comme le taux d'engagement, le taux de satisfaction ou bien la performance, on va dire, du collaborateur. Quand je parle de taux d'engagement, ça pourrait être, par exemple, mesurer la participation aux réunions, l'initiative volontaire, ou bien mesurer tout simplement la participation aux événements organisés par la société ou l'entreprise. Ça, c'est important aussi pour savoir si le collaborateur il est bien intégré avec les équipes ou non. En ce qui concerne la satisfaction, on peut faire par exemple des sondages anonymes. Ça marche plutôt bien que les sondages, on va dire, nominatifs, parce que le collaborateur, ils sont plus ou moins à l'aise en émettant les réponses. On peut poser des questions vraiment simples. Par exemple, recommandez-vous votre entreprise à un ami? C'est une question qui est classique, mais ça permet d'avoir si le collaborateur sent bien au sein de la société ou non. Et après, il y a le point sur toujours
dans des KPI, c'est la performance. Donc, on peut mesurer, par exemple, l'écart entre les objectifs fixés et les résultats attendus, en mesurant, par exemple, est-ce que les délais sont respectés, la qualité de livrable. Ça va nous permettre de savoir si le collaborateur est engagé ou non. Donc, avec cette approche-là d'analyse, on peut réduire, on va dire, le turnover en déclenchant, par exemple, des actions vraiment ciblées dès qu'un collaborateur, par exemple, ait un score au-dessous de la moyenne. Donc, si par exemple, on va opter pour une échelle entre 1 et 5, si on a des scores au-dessous de 3 sur 5, par exemple, sur 2 KPI consécutifs, et ben là, il y a une alerte qui se déclenche et il faut déclencher par la suite les plans d'action. Et en parlant des plans d'action, justement, donc là, parmi les plans d'action possibles, c'est de créer ce qu'on appelle l'exit interviews, des entretiens de sortie préventifs. Donc, ça veut dire il faut pas, avant même qu'une démission ne soit envisagée, on essaie d'organiser des discussions, même informelles, avec le collaborateur qui a été repéré à risque en analysant les KPI. Voilà. Et on peut, par exemple, poser des questions indirectement. On va pas lui demander est-ce que vous avez démissionné ou non, parce qu'on a un système, voilà, qui a fait l'analyse et qui a prédit que tu as un risque et tu vas partir. Non, on pose des questions, on va dire indirectement. Par exemple, si tu devais quitter l'entreprise demain, quelle en serait la raison principale, afin d'identifier les facteurs à risque. Par exemple, qu'est-ce qui te ferait rester ici plutôt qu'ailleurs, pour savoir les attentes, on va dire, du collaborateur. Et avec cette approche proactive, donc elle est utilisée dans pas mal de sociétés, notamment Netflix. D'ailleurs, c'est une approche inspirée par Netflix. Et selon leurs statistiques, ça a permis de résoudre 70% des problèmes cachés. Donc ça c'est très important et ça c'est notre approche en fait sur laquelle on travaille au sein de chez Top, où on analyse, on va dire, plusieurs sources de données afin de prédire et d'anticiper les risques de démission des collaborateurs et d'identifier, on va dire, les facteurs à risque afin de proposer des plans d'action adaptés à chaque collaborateur et à chaque profil. Donc pour conclure sur ce point-là, attendre la lettre de démission pour agir, c'est trop tard, c'est sûr. Mais un suivi structuré basé sur des données humaines et opérationnelles transforme le risque de démission, de départ en opportunité d'ajustement. Et ce qui fait qu'on va avoir des collaborateurs entendus, des équipes stabilisées, une culture d'entreprise qui valorise la proactivité. Donc voilà, il faut vraiment opter pour cette approche-là préventive, prédictive. Voilà. C'est intéressant. Ouais. Très bien, très bien. Donc ça, c'est le premier point, voilà, sur le suivi de rétention. Après, alors, il y a... Amine, petite information, parce que on est dedans, on est complètement passionné. Il est déjà 50, il faut qu'on accélère des deux côtés un tout petit peu. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai pas vu de temps. Pardon. Ouais, très bien. Et justement, une dernière information par rapport au salaire. On a parlé du salaire, on a vu les statistiques, on pense que c'est toujours le salaire qui fait, on va dire, que le collaborateur reste dans la société, mais c'est pas tout à fait vrai. On a vu, il y avait plus de 60% des collaborateurs qui considèrent la reconnaissance comme un facteur majeur pour rester dans la société. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le phénomène de plafonnement du salaire, où si tu as révélé, par exemple, passer un certain seuil de salaire, l'impact du salaire sur le bien-être diminue fortement. Donc ça, c'est un constat. Et du coup, au lieu de, on va dire, de privilégier les salaires, il faut renforcer la reconnaissance et les récompenses financières. Je vais passer rapidement sur les conseils, les conseils dans ce sens-là. Donc le premier conseil, c'est de faire des rituels de feedback positif. Donc dans le sens où on peut organiser par exemple des réunions entre des équipes et passer par exemple partager un succès d'un collaborateur ou d'un collègue devant le public. Donc ça renforce, on va dire, la sensation d'appartenance. Et d'ailleurs, ce qui est fait chez Spotify, ce qu'ils font, ils ont ce qu'on appelle le Wall of Fame, où numérique, c'est tout simplement un canal Slack, hein, c'est pas compliqué, et les compliments sont publics, et ils ont remarqué qu'il y a eu plus de 30% de sentiment d'appartenance des collaborateurs. Donc ça, c'est un point très important. Après, vous pouvez envisager des avantages symboliques.
pas forcément des avantages financiers. Par exemple, une journée libre après un projet intense ou une formation ciblée, ça pourrait, pour les curieux, on va dire, ça pourrait être utile pour le collaborateur. Et comme un dernier conseil, c'est les reconnaissances micro-ciblées. Ça veut dire tout simplement, il faut être précis. C'est bien de dire, par exemple, bon travail, well done, ça c'est bien, mais soyez précis. Par exemple, vous dites, j'ai remarqué ton idée sur l'optimisation d'un process, ça a fait gagner, par exemple, 2 heures par semaine à l'équipe, ce qui est génial. Donc là, en fait, ça augmente, on va dire, cette reconnaissance spécifique, ça augmente la sensation d'appartenance des collaborateurs. Pour résumer, le salaire est important, c'est vrai, mais la reconnaissance n'est pas un plus, c'est vraiment un carburant psychologique. Un collaborateur qui se sent vu, valorisé, c'est un collaborateur qui reste bien au-delà du salaire. Voilà, donc ça reste des conseils, on va dire, plutôt pratiques, mais peut-être on peut dire que sont des solutions qui reposent sur l'écoute et la transparence, mais leur mise en place, mise en œuvre, pardon, manuelle peut sembler lourde, peut-être coûteux, ça demande beaucoup d'énergie, et du coup, on peut envisager toujours les solutions classiques. Ça pourrait marcher, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions-là ne suffisent pas. Ça veut dire que ces méthodes manuelles, on peut pas dire qu'elles sont inutiles, sont importantes, mais elles ont besoin d'être augmentées par des outils qui sont basés, par exemple, sur l'IA. L'IA ne remplace jamais l'humain, donc là c'est très important, mais ça va l'augmenter pour consacrer plus de temps et pour avoir, on va dire, ou se concentrer sur ce qui compte vraiment l'humain. Donc je sais pas si Jean, tu veux ajouter quelque chose. Oui, non, mais c'est ça, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un augmentateur, l'IA. J'ai vu une question passer tout à l'heure, je pense qu'on y répond un petit peu. C'est vraiment un augmentateur. L'idée, c'est d'avoir une technologie qui permette de libérer du temps, d'apporter des données clés à l'humain et d'affiner du coup la précision pour que l'humain puisse se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les relations humaines et pas les tâches chronophages, répétitives et à faible valeur ajoutée. Voilà, au contraire. Donc il faut vraiment le voir comme un atout et justement on va parler un peu justement des solutions qui permettent de répondre à ces défis, donc avec l'intelligence artificielle, puisque c'était le cœur. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien faire un petit état des lieux avec vous sur 2 petits sondages. Alors du coup, non, ça va faire un seul sondage qui sera pardon. Comment décrivez-vous l'utilisation des données RH dans votre entreprise? Voilà. Donc, est-ce qu'on fonctionne beaucoup avec l'intuition, peu de data utilisée? Est-ce que vous collectez des données, mais on ne les analyse pas vraiment? Est-ce que vous avez des outils analytiques sans IA? Ou est-ce que vous avez déjà une approche innovante avec de l'IA, data-driven, dans les RH? Voilà, l'idée, c'est vraiment de comprendre où vous en êtes aujourd'hui et de voir comment l'IA peut concrètement améliorer ces processus. Je pense qu'on est bon. Alors, on a aujourd'hui comme résultat, si je regarde, donc à 57%, vous utilisez des outils analytiques, mais pas encore d'IA pour les exploiter. Déjà, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a déjà un bon niveau de digitalisation dans les entreprises. Voilà. Mais là, il est temps de passer à l'étape supérieure avec l'IA et je pense que Camille va pouvoir en parler. Et justement, juste pour confirmer ces chiffres-là, il y avait une étude réalisée par Gartner en 2024 et seuls 17% des entreprises ont vraiment une IARH pleinement opérationnelle. Donc, ça confirme, voilà, ces résultats-là, ça confirme ces chiffres.
Là, dans le sondage, on était à 8% à peu près qui utilisent l'IA. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, l'utilisation de l'IA, elle est basée sur la data. Donc la data, ça représente vraiment une mine d'or, on va dire, pour ces approches-là, et opter pour une synergie, on va dire, entre le pré-embauche et post-embauche, c'est très important parce que, comme on a vu dans les chiffres, plus de 80% des départs précoces sont liés à un décalage entre les promesses faites pendant le recrutement et la réalité vécue en poste. Donc ça, c'est un point très important. Donc le fait de combiner, on va dire, les deux approches, ça permet de réduire le turnover parce que tout simplement ça crée un parcours collaborateur sans rupture de l'attraction à la fidélisation. Donc on commence par déjà le process de recrutement en augmentant, on va dire, la sélection des collaborateurs avec des approches automatiques qui vont faciliter vraiment la sélection des collaborateurs en se basant sur des critères bien définis et en enchaînant avec un suivi continu avec des feedbacks et des feedbacks, on va dire, entre les équipes de recrutement et les gestions de talents, ce qui va permettre principalement, on va dire, de donner, comment dire, de faire des ajustements pardon, en temps réel. Si par exemple un profil qui ne matche pas avec la culture de l'entreprise, ben là il faut agir sur le champ et affiner des critères de sélection pour avoir des profils qui matchent vraiment et avec la culture de la société ou de l'entreprise. Voilà. Donc je sais pas si tu veux compléter. Ouais, c'est bon, en résumé, vraiment, on a le recrutement et la rétention, faut vraiment les considérer comme c'est pas deux silos différents, ce sont pas deux choses parallèles, mais ils font partie d'un seul et même écosystème. Et pour le faire vivre, cet écosystème, bah, il faut des outils qui parlent le même langage, avant Ouais. et après. Donc c'est exactement justement la promesse pour introduire de Sickle et de Top Turnover à travers notre exploitation de l'intelligence artificielle et la mise à disposition de celle-ci. Sickle va créer un pont, donc technologie de programmatique RH, va créer un pont entre la pré-embauche et la post-embauche en alignant les données de compatibilité culturelle, en gros avec les soft skills du candidat. Voilà, et c'est matché avec les besoins de l'entreprise. Donc les soft skills du candidat vont être ciblés automatiquement, détectés pour être certain d'avoir les bonnes personnes. Ouais. Et du côté de Top Turnover, ça va permettre d'identifier, si j'ai bien, tu me dis je me trompe, Amine, mais d'identifier les signaux faibles de démission, donc post-embauche, grâce à l'intelligence artificielle, une fois que le collaborateur aura intégré l'entreprise. Voilà. Alors, écoute, justement, si je détaille un petit peu concrètement ce que Sickle peut vous apporter, on a parlé du turnover, de l'importance de l'alignement entre un candidat et une entreprise et du rôle clé du temps dans le recrutement, et c'est là que Sickle intervient. Sickle va permettre, pour bien recontextualiser, de transformer des offres d'emploi en publicité ciblée qui vont être diffusées sur l'ensemble du web auprès des candidats pertinents qui auront été détectés de par l'analyse de leurs données personnelles pour les attirer vers vos embauches. Donc, on répond à quoi donc, de façon à multiplier évidemment le taux de candidature qualifiée, la qualité des candidatures et la pertinence de celles-ci à multiplier par 5 en quelques semaines. Concrètement, assurer un bon fit entre le candidat et l'entreprise, c'est clé. Un des grands défis, c'est d'éviter les erreurs de casting. Sickle utilise l'IA pour toucher les bons profils en analysant des millions de données en temps réel, ce qu'un humain n'est pas capable de faire. Pas à ce volume-là et pas à cette échelle. Donc nous, on ne se base pas uniquement sur les CV ou sur des mots-clés, mais sur un matching intelligent entre les attentes du candidat et celles de l'entreprise. L'IA identifie les candidats qui partagent vraiment la culture, les valeurs de l'entreprise, et donc vont les attirer, ce qui va réduire le risque de décalage culturel et donc, comme vous l'avez bien compris, de turnover. Deuxième point, ça va être de recruter plus efficacement pour dégager du temps au RH. Le recrutement, c'est chronophage. Entre la diffusion des offres, le tri des CV, les premiers échanges, vous le savez, vous passez énormément de temps sur des tâches qui peuvent être automatisées. Voilà, parce que votre valeur ajoutée est ailleurs. Donc là, Sickle va automatiser le sourcing, automatiser la préqualification des profils et libérer du temps, du coup, pour que vous puissiez vous concentrer sur les entretiens, l'accompagnement des collaborateurs, le suivi post-embauche,
avec des outils comme Top Talent, et etc., etc. Donc, en résumé, Sickle, c'est une IA qui optimise l'acquisition des talents, mais toujours au service de l'humain. Voilà, toujours cette balance entre les deux. On recrute mieux, plus vite, de façon plus alignée, et on réduit donc le turnover. On améliore l'expérience client, l'expérience candidat, mais il faut les considérer comme des clients, c'est exactement ça, le mindset. On améliore l'expérience candidat, et donc la marque employeur, et donc les futurs recrutements, etc., etc. Voilà. Et le bien-être des équipes RH, parce que vous aussi, voilà, il faut bien faire son travail, mais le faire de façon dans un contexte agréable. Ouais, tout à fait, ouais. Très bien, très bien. Et justement, par rapport à, en fait, le suivi post-embauche, nous, comment on accompagne, on va dire, les équipes RH et les managers dans la gestion de leurs talents, c'est plutôt, en fait, on se base sur l'analyse de plusieurs sources de données, d'informations, notamment des données RH classiques. Donc, quand je dis des données classiques, c'est des données objectives, comme le poste actuel du collaborateur, son salaire, son manager, voilà, des informations, des facteurs RH classiques qui sont disponibles dans la majorité des sociétés. On vient compléter ces données-là avec ce qui se passe dans le marché, notamment les propositions salariales marché, des offres d'emploi dans le marché. En combinant toutes ces sources de données, on analyse, on va dire, ces données-là avec des approches classiques et avec des approches intelligentes aussi, afin d'anticiper et de prédire les risques de démission des collaborateurs. Donc, on sera capable de dire, par exemple, pour tel collaborateur qui occupe ce poste-là avec telle ancienneté, on a un risque de démission qui est élevé, par exemple. On identifie les facteurs à risque. Ça veut dire, en se basant sur ces estimations, quels sont les facteurs qui sortent et qui augmentent le risque de démission du collaborateur, pour pouvoir après identifier des actions correctives préventives avec l'IA aussi, de manière automatique, des actions qui seront validables, on va dire, par les utilisateurs, les RH ou les managers, afin de suivre et fidéliser le collaborateur. Alors, comment on mesure, on va dire, le ROI de la solution? C'est, on se base principalement sur l'évolution de turnover, donc c'est l'indicateur de base. Après, on utilise aussi des mesures pour savoir à quel point, par exemple, notre analyse prédictive est précise, en regardant, par exemple, des prédictions, les démissions qui tombent, la prédiction faite, est-ce que notre proposition ou notre système arrive à identifier ces profils-là, arrive à identifier les facteurs à risque, et en faisant toutes ces analyses-là, on arrive à anticiper les risques de démission du collaborateur et à anticiper aussi des actions correctives préventives. Ouais. Donc voilà, et je pense ouais, c'était le dernier point. Il y avait pas mal de questions dans la partie questions. Je ne sais pas si on a assez de temps pour répondre à toutes les questions. Ouais. Je me permets de remonter sur scène du coup pour la petite session, la session Q&A. Bon, on a dépassé l'heure, donc on va essayer de sélectionner les questions qui ont eu le plus de votes. Alors, il y a Elodie qui nous a posé la question. Je pense qu'elle est plus pour Jean-Eudes ce coup-ci en termes d'attraction de candidats. Quel est l'impact de ce que vous avez présenté sur la diversité et l'inclusion dans les entreprises? Notamment, je pense c'était la question à un moment où on parlait de tout ce qui était pré-embauche, s'assurer qu'il y a un bon fit avec l'entreprise, avec la culture. Donc, quel est l'impact de la mise en place de tous ces questionnaires en amont de l'entretien sur la diversité et l'inclusion? Oui, merci Elodie merci Elodie pour cette question. Alors, je pense qu'on y a un peu répondu après la question dans la présentation, mais effectivement, c'est comme Pierre l'a écrit, c'est vraiment un travail de longue haleine. En fait, si vous voulez mesurer l'impact, ça va se travailler sur la durée. Vous analysez exactement comme Pierre l'a indiqué Pardon ? Ah, pardon. Alors, attendez, j'étais sur la première, chercher. Voilà, ok, on est mieux. Oui, d'accord, pardon. Ok, l'impact sur la diversité, parce que Elodie a posé plusieurs questions. J'ai vu Elodie, je suis parti sur la première que j'ai vue. Ok, sur la diversité et l'inclusion de l'entreprise.
concrètement, c'est très intéressant parce que nous, notre IA va justement faire en sorte d'éviter tout ce qui est biais, les biais cognitifs, les biais interpersonnels ou les biais de discrimination humains, etc. Parce qu'elle va se baser uniquement sur les compétences clés, donc hard skills et soft skills, donc les intérêts des personnes, leur mindset, leur parcours, pour aller les détecter. D'ailleurs, on n'a pas le droit, d'ailleurs, de pouvoir d'exploiter des données qui sont sociodémographiques, mais qui vont être discriminantes. Enfin, sociodémographiques, oui, par exemple la localisation, etc., mais pas de façon discriminante. Donc pas d'âge, pas de genre, pas d'intérêt pour telle orientation politique ou religieuse, etc., etc. Évidemment. Donc ça, ce sont des données qui ne sont absolument pas intégrés chez nous et qui vont justement, d'après ce que nos clients nous ont fait remonter, qui vont justement favoriser la diversité, au-delà d'éviter la discrimination, ça va même favoriser la diversité parce que ça va permettre de mettre en avant des profils qui peut-être auraient été justement victimes de discrimination ou de biais de réflexes psychologiques malheureux. Et qui ont pu être justement ressortir de la file, de la foule, grâce à leurs compétences et à leurs soft skills, pour être mis en avant lors du processus de recrutement et avoir l'opportunité de pouvoir faire la démonstration de leur valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc on est plutôt sur justement une impartialité et une favorisation de la diversité en entreprise. Ok, top. Maintenant, peut-être plus une petite question pour Amine, une nouvelle fois de la part d'Elodie. Quels seraient, selon toi, Amine, et selon Top, du coup, les signaux à surveiller pour détecter un risque de démission dans l'équipe? Quels sont les KPI, les signaux que vous pouvez regarder, que vous conseillez de regarder? Ouais. Là, on peut distinguer deux types, deux catégories, on va dire, de données de KPI à surveiller. Il y a les données subjectives et les données objectives. Donc, nous, on se base généralement dans les entreprises, on se base plutôt sur des données subjectives, c'est les retours sur les enquêtes de satisfaction, les one-to-one, les échanges avec les managers. Ça, c'est très important. Il faut pas négliger ce point-là. Surtout si on fait le problème avec ces approches-là, c'est qu'ils sont généralement anonymes. Donc, c'est vraiment difficile de cibler, par exemple, ou de détecter les signaux pour un collaborateur X. Et si on le fait avec d'une manière, on va dire, nominative, ben, on risque de ne pas avoir le vrai sentiment du collaborateur dans ces enquêtes-là. En fait, c'est une approche qui est très intéressante, le fait d'utiliser sur ces données-là, cette catégorie-là de données subjectives, mais on néglige aussi les données qui sont objectives. C'est les données RH dont je vous ai parlé, les informations RH classiques sur les collaborateurs, leur poste, leur manager, le salaire, les primes, etc. Donc, sont des données où on n'a pas de sentiment, donc ce sont des faits. On peut faire une analyse, on va dire, sur ces données-là historiques pour savoir, par exemple, quels sont les facteurs qui ont poussé les collaborateurs, les anciens collaborateurs à démissionner et faire des généralisations sur les collaborateurs actuels. Donc, généralement, il faut prendre, on va dire, des données historiques des 3-4 dernières années et faire une analyse profonde sur cette data-là, la data RH qui est objective. Et à partir de ces données-là, on peut détecter pas mal de signaux. Donc, on peut détecter, par exemple, les risques autour, par exemple, du manager. Si on a un manager qui génère plus de turnover dans ses équipes, donc ça, c'est pas un bon signe. Si on a un manager qui a, par exemple, plus de 10 personnes dans son équipe, ça, c'est pas un bon signe aussi. On peut aussi surveiller les turnovers par profil, par poste, pour savoir quels sont les postes de tension. On peut analyser aussi les propositions, les packages salariales, pardon. Toutes ces analyses-là, qui sont basées sur des données objectives où il y a peu de sentiments, donc peuvent nous révéler pas mal de signaux et de risques, des signaux ou des facteurs à risque de démission du collaborateur. Mais cela n'empêche pas de compléter, on va dire, ces analyses-là avec ce qu'on fait avec les données sur les enquêtes de satisfaction, les échanges. Ça peut aussi donner pas mal de retours sur la rétention et les facteurs à risque de démission des collaborateurs. Voilà. Très
bien. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Super, ouais. Merci beaucoup. Allez, peut-être, on va se dire qu'on va couper à 1h10 avec une dernière petite question, mais j'avais envie de la faire parce qu'elle était un peu Ouais. piquante. Donc, c'est deux questions qui sont regroupées en une seule. L'idée, donc déjà, c'est de savoir un petit peu quelles sont les meilleures pratiques pour intégrer l'IA dans le recrutement sans perdre cet aspect humain. Et Ouais. justement, je relis ça à une autre question, c'est est-ce que justement, on n'est pas un peu sur de l'hypocrisie de Ouais. dire qu'on essaye d'humaniser un petit peu les processus RH alors qu'on automatise quand même pas mal d'actions avec l'IA. Donc je sais pas qui c'est qui veut répondre à ça. Ouais. Mais voilà, c'est un petit peu piquant pour conclure et puis je pense qu'on pourra se quitter là-dessus. Ouais. Ouais. Je vais commencer. Du coup, c'est une question de Mathieu Goyer. Merci pour la question, Mathieu. C'est un sujet qui revient très régulièrement. D'ailleurs, ça a déjà été abordé dans la présentation tout à l'heure. Mais il faut bien garder en tête que l'IA, que le travail, notamment dans les RH, il y a certains métiers, c'est pas le cas, mais notamment dans les RH, c'est vraiment une combinaison d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine. On est, je parle sur le côté plutôt hypocrisie, etc. Le but, c'est pas de remplacer et, comme je le disais, automatiser, mais plutôt d'automatiser. Et automatiser, les questions, les aspects chronophages, les aspects rébarbatifs, les aspects répétitifs de notre métier, ce n'est pas déshumaniser. Humaniser, on peut automatiser en humanisant. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des emails qui sont personnalisés, donc ils peuvent être personnalisés et humanisés de façon automatisée. Et en gardant son sens, le même sens, c'est-à-dire de provoquer un sentiment de relation, un sentiment de personnel et de personne, enfin de ciblage, si on peut dire, de personnalisation pour le candidat et la personne qui est de l'autre côté, mais ça peut avoir été fait par de l'intelligence artificielle. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'intelligence artificielle, elle se base sur les données que vous allez lui apprendre. Donc sur vos données à vous. Donc ça veut dire qu'elle reproduit ce que vous voulez faire. L'IA n'est pas forcément robotique. Il faut savoir l'utiliser et les outils comme TopTalent et comme Sickle permettent justement de personnaliser cet aspect pour être certain d'avoir un rendu qui corresponde à votre façon classique de collaborer, de parler, d'écrire, d'analyser, etc., etc. Donc en résumé, vous l'avez deviné avant même que je commence. Non, ce n'est pas du tout un problème et au contraire, ça permet je trouve moi-même de mettre en avant l'humanisation d'une façon plus belle encore. Ouais, tout à fait. C'est très important le point sur l'IA, elle va reproduire en fait, ce qu'on a utilisé comme entrée, comme input pour l'entraîner, et surtout le fait de faire l'automatisation des process. On peut dire que c'est pas forcément de l'IA, c'est de l'RPA, on va dire. Ça veut dire les process automatisés avec des robots. Et l'IA, elle intervient juste dans l'analyse, etc. Des inputs et des outputs. Et surtout ce que j'allais dire par rapport à ce point-là, j'ai perdu l'idée. Ouais, j'ai perdu l'idée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, il faut toujours mettre en tête, c'est que l'IA, elle reproduit les données, on va dire, sur lesquelles on a entraîné, et voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions qui sont. Non, c'est bon. Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Pierre a répondu à l'écrit plusieurs autres questions. Donc, on va pas vous solliciter plus longtemps. Je pense que plusieurs d'entre vous ont faim. Donc, si on est tous sur le même fuseau horaire, en tout cas. Donc, on va terminer là-dessus. Bah, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça a été enrichissant. Merci également à Pierre et à Linda pour la préparation de ce webinaire de façon très professionnelle. J'espère que ça vous a plu. Il me semble qu'il y a des choses à partager, c'est ça d'un côté.
pour que vous puissiez avoir des ressources, si j'ai bien compris. Ouais. Et en fin de compte, les sites avérés va que arriver. 1 heure, c'est pas suffisant pour aborder tous ces Ah, sujets-là. sur un sujet aussi passionnant, ouais, c'est ça. C'est que forcément, voilà. Donc c'est ça. Vous avez Très des bien. liens à garder, Ouais. à sauvegarder pour en savoir plus sur nos deux solutions. Hmm. Super. Ok. Bah écoutez, donc, cliquez bien sur les liens. N'hésitez pas à nous solliciter les équipes de Top Turnover et les équipes de Sickle pour en savoir plus. On sera ravis d'échanger avec vous, de vous donner des conseils et de vous présenter les différentes solutions, de voir comment elles peuvent ce qu'elles peuvent vous apporter dans vos processus, là où vous en êtes, et surtout embrassons plutôt tous ensemble l'innovation de façon à optimiser l'ensemble de nos processus, bénéfiques à la fois pour les candidats, pour les entreprises et pour vous-même en direct. Très bien. Sur ces mots, est-ce que Amine, tu as quelque chose sinon à ajouter? Ouais, c'est bon. Je pense. Merci Ok, pour l'écoute on a et fait le tour. pour votre participation et pour votre implication. Ouais, Ouais. c'était très bien. Ouais. Ouais. Super. Super. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Merci. Au revoir.